Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Donc je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à se connecter sur TikTok, donc on commence par ce live conférence d'anatomie. Je vais attendre encore quelques instants pour que les personnes se connectent. Pour ceux qui sont sur TikTok, ce live conférence d'anatomie est un live qui se passe en même temps sur YouTube et sur YouTube, vous aurez accès à toutes les slides d'anatomie pour revenir sur ce cours sur le système musculo-squelettique. Donc je vous invite à nous rejoindre soit sur YouTube, soit directement sur notre plateforme en ligne et vous avez le lien, qui est dans la bio du compte TikTok. Si jamais vous voulez, vous connecter sur le site, donc vous avez le lien et si vous voulez rester sur TikTok, au moins vous aurez les explications sans avoir les images. Pour les quelques personnes qui sont, pour déjà les personnes qui se sont connectées sur YouTube ou sur le site, donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon et puis on va attendre quelques instants que tout le monde se connecte avant de commencer sur ce cours. Donc on va revenir là sur le système musculo-squelettique et les membres. J'avais initialement mis système musculo-squelettique et le membre inférieur, mais en refaisant le diapo, donc j'ai fait, les 2 membres et je suis pas allé dans le détail des muscles des membres inférieurs et des membres supérieurs parce qu'en fait, c'est très, 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 très volumineux. Vous allez voir que là, déjà, on va revenir dans ce cours sur les os, les articulations, les muscles et le détail des os et des articulations. En tout cas, sans aller trop, trop dans le détail, mais les bases globalement des os et des articulations, des membres supérieurs et inférieurs et ça va déjà être très volumineux. Vous allez avoir tout au long de la conférence, donc à cinq moments différents des QCM, que je vais vous débloquer directement, que je pourrais vous débloquer sur le site. Juste en bas, là, pour ceux qui sont sur le site, vous voyez en bas avec 5 séries de QCM. Donc, c'est moi qui vais les débloquer au moment où je déciderai de les débloquer, donc au moment opportun par rapport à la conférence. Et donc je vous dirai et vous voyez en dessous, au niveau des QCM, vous avez 2 petites flèches. À chaque fois que je vous dirai que je débloque des QCM, il faudra cliquer sur ces petites flèches et ça fera apparaître les QCM. Voilà un peu pour le fonctionnement de cette conférence d'anatomie qui est la deuxième conférence d'anatomie que nous faisons et qui fait suite à la première qui était vraiment sur les généralités de l'anatomie. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez retourner la voir et elle est en replay sur notre plateforme en ligne, du coup sur notre site web. Vous avez le replay qui est accessible gratuitement, sur la première conférence d'anatomie et donc cette conférence-là sera aussi disponible sur notre site en replay à partir de demain. Voilà, donc là, on a un peu patienté, je pense qu'il commence à y avoir quelques personnes, donc on va pouvoir entamer cette conférence sur le système musculo-squelettique et les membres. Déjà, pour ce qui est des os du corps humain. Donc au niveau des os du corps humain, vous avez un total de 206 os. Alors, ce chiffre de 206, c'est un chiffre qui est relativement approximatif parce qu'en fait, ce nombre varie si on parle d'enfants ou d'adultes, tout au long de la croissance, en fait, on va avoir certains os qui vont disparaître, qui vont fusionner entre eux, voilà. Un enfant qui naît a plutôt plus de 300 os, un adulte a environ 206 os. Voilà, c'est une norme et globalement, ces 206 os, on va pouvoir les classer de 2 manières particulières. On va pouvoir classer notre squelette de 2 manières particulières. Vous allez avoir d'un côté le squelette qui est dit appendiculaire et de l'autre côté le squelette axial, pardon. Le squelette axial, globalement, c'est le tronc. C'est le tronc, donc c'est tout ce qui appartient au tronc, tronc, cou, tête. Cet ensemble-là, c'est le squelette axial. C'est le squelette qui forme l'axe du corps. Et à ce squelette axial sont raccrochés des membres, donc les 4 membres du corps. Et les 4 membres du corps, donc c'est le squelette qu'on appelle appendiculaire. Ce sont des appendices qui sont rattachés à notre corps humain. Et ce sont donc les bras et les jambes. Squelette axial au milieu qui forme l'axe du corps et le squelette appendiculaire, ce sont les bras. Donc, si on continue, on se rend compte que on va se poser la question de comment on détermine ce qu'est un os. On a notre squelette axial appendiculaire, mais qu'est-ce qui détermine un os? En fait, on va se rendre compte que chez chaque être humain, un même os
est un os qui a la même fonction. C'est quelque chose qui a la même fonction. C'est comme ça qu'on caractérise un os. C'est comme ça qu'on va caractériser un fémur. Qu'est-ce qui nous fait dire que ceci est un fémur? C'est chez chaque personne, le même os a la même fonction, le fémur a la même fonction chez chaque personne. On enchaîne. Vous allez voir, on va pouvoir rentrer plus ou moins dans le détail. Maintenant, si on s'intéresse à la configuration externe de ces os, on va pouvoir classer ces os de différentes manières. J'ai parlé du fémur juste avant, pardon. J'ai parlé du fémur, qui est un type d'os. Si on s'intéresse à la configuration externe de cet os-là, on va pouvoir le considérer comme étant un os long. Le fémur est un os long. C'est un des os longs de la jambe. Les os longs, comment on les caractérise? Une grande classification des os longs, c'est la longueur qui est très largement supérieure à la largeur, elle-même égale à l'épaisseur. Donc, on a un os qui est long, donc la longueur est très grande, largeur égale épaisseur, largeur égale épaisseur, ça ne veut pas dire que c'est parfaitement égal, ça veut dire que c'est environ égal, c'est le même ordre de grandeur. Longueur très supérieure à la largeur, environ égale à l'épaisseur, même ordre de grandeur que l'épaisseur. On va avoir différents types d'os longs. Là, j'ai mis un exemple, c'est l'humérus qui est un os du bras. Donc là, c'est une vue antérieure d'un humérus droit. Et cet humérus, il va être classé de différentes manières. On va pouvoir diviser cet humérus à l'intérieur, enfin pouvoir diviser cet humérus pour pouvoir parler des différentes parties de l'humérus. Et en fait, cette division, on peut la faire pour tous les types, pour tous les os longs. Vous allez avoir l'épiphyse, les deux épiphyses aux deux extrémités. Épiphyse, ce sont les deux parties de l'os qui sont aux extrémités. Et l'épiphyse qui est la plus proche du tronc, on va l'appeler l'épiphyse proximale. Et là, je vous laisse vous référer au précédent cours où on avait vu ces qualificatifs d'orientation. Donc, épiphyse proximale, c'est l'épiphyse qui est la plus proche du corps. Au milieu, la partie au milieu de l'os, c'est ce qu'on appelle la diaphyse. La diaphyse, c'est le milieu d'un os long. Et la partie la plus distale, c'est l'épiphyse distale. Entre les épiphyses proximales et distales, ou entre les épiphyses et la diaphyse, on va avoir des petites zones qui sont des zones intermédiaires qu'on appelle les métaphyses. Donc on a épiphyse proximale, métaphyse, diaphyse, métaphyse distale et épiphyse distale. Voilà. Continuons sur nos os longs. Au niveau du membre inférieur, on a plusieurs types d'os longs. On va avoir en premier lieu, dans la partie la plus proximale, on va avoir le fémur, qui est le premier os long de la jambe. Ensuite, on va avoir tibia, fibula, qui sont deux os longs. Et ensuite, on va avoir au niveau des os du pied, un ensemble d'os longs. Proximal, on va avoir ce qu'on appelle les métatarsiens. J'insiste bien sur le tarsien, parce que c'est le niveau du pied, on appelle ça, la partie proximale du pied, on appelle ça le tarse. Et après, on va avoir les phalanges. Donc, phalange, métatarsien, tibia, fibula, fémur, c'est l'ensemble des os longs du membre inférieur. Si on s'intéresse maintenant aux membres supérieurs, on va avoir l'humérus, l'ulna et le radius ulna qui sont les deux os de l'avant-bras, et vous allez avoir les métacarpiens et les phalanges, qui sont les os longs de la main. Métacarpiens à bien différencier des métatarsiens. Métatarsiens, c'est pour le pied, métacarpiens, c'est pour la main. Et dans tous les cas, on va parler de phalanges, les os des doigts. Les os des doigts, ce sont les phalanges. Donc là, on a vu l'ensemble des os longs, des membres inférieurs et supérieurs. Ensuite, on va s'intéresser aux os courts. Les os courts, ce sont des petits os. Globalement, longueur égale largeur égale épaisseur. Les os courts sont des os qui sont, globalement, si on devait les représenter très schématiquement, ce sont des petits cubes. Toujours garder en tête que quand on dit égal, ce n'est pas un égal strict, c'est environ le même ordre de grandeur. Un os court, c'est à peu près la même longueur que la largeur, que l'épaisseur. Et ces os ont leur principale particularité, c'est d'être particulièrement solides et mobiles. Et donc, où est-ce qu'on va les retrouver, ces os? On va les retrouver au niveau de deux zones principales. Au niveau du carpe, donc c'est la paume de la main, c'est la partie proximale de la paume de la main, et au niveau du tarse, c'est-à-dire que c'est la partie proximale du pied. C'est la partie la plus proximale du pied. Donc ça, c'est un ensemble d'os courts. Ensuite, on a les os plats. Les os plats, ce sont des os qui ont une largeur qui est environ égale à la longueur, l'ensemble des deux étant très largement supérieur à l'épaisseur. Globalement, c'est quoi? C'est des os plats, en fait. C'est comme leur nom l'indique, c'est des os qui sont plats, grande longueur, grande largeur, enfin grande longueur, grande largeur, très très faible épaisseur. Si on devait les représenter, ces os plats, ce sont des os qui sont un peu comme une plaque. Un très bon exemple d'os plat que vous pouvez retrouver, c'est par exemple la scapula. La scapula, c'est l'os que vous avez juste derrière. C'est ce qu'on appelle aussi l'omoplate. C'est l'os qui est derrière le dos, au niveau de l'épaule. C'est un des os de l'épaule. Cet os-là est un os qu'on appelle plat. Et si vous regardez sur le schéma que vous voyez ici, vous avez une longueur comme ça, qui est environ égale à une largeur
comme ça. Et si on regardait cet os de profil, ce qu'on fera plus tard dans le diapo, si on regarde cet os de profil, eh bien, on se rend compte que cet os est bien plat, c'est-à-dire que cette longueur-là, qui est environ égale à cette largeur-là, cet ensemble est très largement supérieur à l'épaisseur, qui, elle, est très petite. Bon, ces os plats, ils ont plusieurs particularités. Le principe même de ces os plats, c'est que ce sont des os qui sont protecteurs. Les os plats, ce sont des os qui servent à protéger le corps. Donc on va les retrouver dans des zones du corps qui sont particulièrement sensibles, va-t-on dire. Donc on va avoir les os du crâne et de la face. L'ensemble crâne-face, c'est recouvert d'os plats. Ce sont des os plats qui protègent en fait le cerveau. Au niveau du thorax, la cage thoracique, c'est un ensemble d'os plats. On va revenir sur cette notion un peu plus tard parce que ça peut porter à confusion, mais la cage thoracique, ce sont des os plats qui protègent donc l'ensemble cœur-poumon. Et au niveau du bassin, on va avoir les deux os coxaux ou les deux os iliaques, qui sont deux grands os plats et qui servent à protéger le pelvis. Ils ont d'autres fonctions, ces os-là. Ils ont comme pour particularité, ces os iliaques, d'être particulièrement résistants, particulièrement solides, et donc aussi de supporter le poids du corps. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des os très solides. Ce sont des os qui supportent le poids du corps. Bien, maintenant qu'on a vu cette hop, je reviens juste un petit peu en arrière. Maintenant qu'on a vu les os longs, les os courts et les os plats, on va juste quand même très rapidement parler de certains os qui peuvent être un peu différents. Ça, c'est vraiment la base des os. Et donc, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les poser. Néanmoins, on peut aller en fait un peu plus loin. Dans le corps humain, il n'y a pas que ces trois types d'os. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que os long, os court, os plat, mais vous avez aussi des os qui sont dits irréguliers. Vous allez avoir différents types d'os irréguliers. Vous allez avoir des os qui peuvent être creux. On va parler d'os pneumatiques, un os avec un trou dedans, une cavité dans laquelle il y a de l'air. On va pouvoir aussi parler d'os qui sont dits rayonnés, donc des os avec des rayons. Un très bon exemple d'os qui sont irréguliers et qui sont dits rayonnés, ce sont les vertèbres. Les vertèbres, ce sont des os rayonnés. Donc c'est un espace central avec plein de petits processus autour. Bien, maintenant c'est le moment où on fait l'entraînement. Donc si vous regardez là pour les personnes qui sont sur notre plateforme en ligne, donc sur les personnes qui sont sur notre plateforme en ligne, sur notre site, vous voyez que juste en bas, là je viens tout juste, donc si je recharge, j'active la première série de QCM. Normalement, vous avez accès à votre première série de QCM. Dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, n'hésitez pas allez-y, commencez à faire ces QCM-là qui vont porter, donc ces 4 QCM qui portent sur ce qu'on vient de voir. Je vous laisse quelques secondes et juste après, enfin quelques minutes, même enfin une minute, c'est 4 QCM qui sont très simples et qui portent sur ce qu'on vient de voir. Donc je vous laisse les faire et on les corrige juste après. Je les ai remises dans le diapo pour qu'on puisse les reprendre ensemble si jamais il y a un problème. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat, vous avez aussi sous la vidéo accès au chat pour pouvoir me parler, poser des questions ou me dire s'il y a quoi que ce soit. Et là, donc, la série de QCM qu'on est en train de faire pour cette première partie, c'est la première de 5 séries de QCM. Donc, le cours est découpé en 5. Là, on vient de finir la première partie qui est vraiment sur les généralités, les bases vraiment de l'os. Et je vais regarder tout de suite si vous commencez à avoir des réponses. Donc là, j'ai déjà 2 réponses. Alors. OK, pour l'instant. Je pense qu'on peut commencer à corriger. Donc, pardon. Hop. Première question. À propos de l'image suivante, est-ce que déjà vous avez réussi à reconnaître quel type d'os c'était? Pour les personnes là qui sont en live sur YouTube ou sur le site, est-ce que vous avez réussi à reconnaître quel type d'os c'était que celui-ci? Est-ce que c'est un os long? Et si c'est un os long, lequel est-ce? Donc, il s'agissait bien d'un os long et il s'agissait bien d'un os de la jambe. Est-ce que c'est l'humérus? Non, c'est pas l'humérus. Cet os-là, effectivement, c'est bien le fémur.
Et est-ce qu'il s'agit d'un os plat? Donc non, on vient de le dire, c'est un os long. Donc c'était un os long de la jambe qui s'appelle le fémur. Et donc, les items justes étaient les items A et B. L'humérus, c'est bien l'os du bras que vous avez juste ici. On reviendra après en détail sur ces qualificatifs au niveau bras-jambes. Ensuite, sur la question suivante, donc la partie centrale de l'os. La partie centrale de l'os que vous voyez cette image. Donc cette image, c'est la même image que celle de tout à l'heure, donc c'est un fémur, l'os, le plus grand os long, l'os long de la jambe. Et l'image que vous avez ici, donc c'est un fémur. Et ce fémur étant un os long, comme tous les os longs, il se divise en plusieurs parties. Aux deux extrémités, les épiphyses, en intermédiaire, les métaphyses, et au milieu, la diaphyse. Donc la partie centrale de cet os, c'était bien la diaphyse, et l'item vrai était l'item B. Ensuite, sur cet os-là, donc là, on voit les os du carpe. Donc les os du carpe, ce sont les os de la paume de la main. Ce sont les os de la partie la plus proximale de la main. On appelle ça les os du carpe. Ces os-là, quel type d'os ce sont? Ce sont des os courts, plats, longs ou irréguliers. Bon, déjà, donc ce sont bien des os courts. Ce sont des os qui ont à peu près la même largeur, épaisseur, longueur. Donc ce sont ni des os plats ni des os longs qui ont forcément un de leur côté un de leurs plans qui est beaucoup plus grand. Et ce ne sont pas des os irréguliers. Les os irréguliers, comme on l'a dit, c'est plutôt des os comme les vertèbres. Donc l'item vrai était l'item A. Ensuite, sur cette image suivante, combien y a-t-il d'os longs? Là, c'est la partie qui est la plus compliquée. Donc, on a une image de la main et il faut compter combien il y a d'os longs au niveau de la main. Donc déjà, on enlève tous les os du carpe. Les os du carpe, pas besoin de les compter. On sait que que ce ne sont pas des os longs. On vient de le dire, ce sont des os courts. On a d'abord les 5 premiers métacarpiens. Donc 5. On a les 5 premières phalanges, 10. On a les 5 deuxièmes phalanges, 15. Petit piège, petit point auquel il faut faire très attention, c'est que le pouce, c'est un os qui n'a que 2 phalanges, comparativement à tous les autres doigts. Ça fait qu'on avait 5, 5, 5, 15, plus 4, 19. L'item vrai était donc l'item C. Au niveau de la main, on n'a que 19 au long. Voilà, c'est fini pour cette première partie sur les différents os du corps humain. Et on va maintenant s'intéresser aux articulations, qui est la deuxième partie de ce grand cours sur le système musculo-squelettique, articulaire, et à terme, on va revenir plus en détail sur les membres à la fin de ce cours. Bon, comment on classifie les articulations? Donc, on va avoir deux grandes manières de classer ces articulations. Globalement, il n'y a pas de consensus et ça va être très très dépendant de la fac dans laquelle vous allez être. Mais globalement, deux grands types de classification. Première classification, c'est une classification en fonction de la mobilité. Deuxième classification de ces articulations, c'est en fonction de la structure. Classification en fonction de la mobilité. On va parler de trois types d'articulations. Synarthrose, ce sont des articulations qui sont dites immobiles. Amphiarthrose sont des articulations qui sont dites semi-mobiles et diarthrose sont des articulations qui sont dites mobiles. Plus ou moins mobiles, parfois très mobiles, mais globalement mobiles. Synarthrose immobile, amphiarthrose semi-mobile, diarthrose mobile. Bien, et maintenant on va s'intéresser à la classification en fonction de la structure. On va voir trois grands types de structures. Le premier type de structure, ce sont les articulations fibreuses, qui sont souvent des synarthroses. Dans certaines facs, vous allez avoir des raccourcis. On va dire que... pardon, j'arrive tout de suite pour la question. Ce sont des articulations fibreuses, donc synarthrose, ce sont des articulations qui sont très peu mobiles. Certaines facs vont les appeler uniquement synarthrose, en disant que ce sont des articulations fibreuses. Synarthrose, c'est une caractéristique de la mobilité, mais globalement, ça ne veut pas forcément dire les articulations fibreuses sont quasiment toujours des synarthroses, mais toutes les synarthroses ne sont pas des articulations fibreuses. J'espère que le corollaire est assez est compris, et vous allez voir quand on va faire les QCM, vous allez comprendre là où je veux en venir. Une question qui est portée sur la dernière question qu'on avait fait, c'est comme il y avait deux mains sur l'image, est-ce qu'on compte 2 fois 19 pour répondre à la question? Effectivement, bonne question. Effectivement, ça pouvait complètement. Et elle est peut-être mal formulée. C'était combien il y a d'os longs sur une main? Et effectivement, sur l'image, il y a deux mains, donc 2 fois 19 au long. Donc la réponse juste aurait été peut-être plutôt 38, effectivement. Effectivement, je pense que je changerais ça j'enlèverais une des deux mains pour être sûr que la faute ne soit plus là. Merci pour la remarque. Bon,
Donc, première articulation, donc, pour revenir à nos articulations, premier type d'articulation sont les articulations fibreuses. Donc, synarthrose, donc très peu mobile. On a trois grands types d'articulations fibreuses. On a d'abord les syndesmoses. Les syndesmoses, un bon exemple de syndesmose, globalement, c'est l'articulation qui est à l'extrémité distale à l'extrémité la plus distale entre le tibia et la fibula. Cette articulation-là, donc on appelle ça une syndesmose. On va voir les gomphoses. Exemple de gomphose, c'est la jonction, c'est l'endroit où se lient les dents avec la mâchoire. Ensuite, on va avoir les syndylèses. Syndylèse, c'est un type d'articulation qui est dite fibreuse, qui est très peu mobile et qui se caractérise par une fente dans un os dans laquelle vient se mettre un autre os qui rentre dans cette fente-là. Un bon exemple, c'est l'articulation entre le vomer et l'os phénoïde. Vomer, c'est central à l'intérieur du nez qui vient venir s'attacher avec l'os phénoïde en haut. Le vomer a en haut une petite fente dans laquelle va venir s'incruster l'os phénoïde. Dernier type d'articulation fibreuse, ce sont les sutures. Et le meilleur exemple de suture, ce sont les sutures entre les différents os qui composent la boîte crânienne. Ces différents os sont soudés entre eux par ce qu'on appelle des sutures qui peuvent être considérées comme des articulations fibreuses. Ensuite, dans les différents types d'articulations, donc on avait le premier grand type d'articulation qui sont les articulations fibreuses. On va avoir le deuxième grand type d'articulation qui sont les articulations cartilagineuses. Les articulations cartilagineuses, ce sont très souvent des amphiarthroses. Ça veut dire que ce sont des articulations qui sont peu mobiles. Vous avez deux gros types, enfin, en tout cas des grands types d'articulations qu'on va pouvoir mettre là, qu'on met en évidence sur ce schéma-là. La symphyse pubienne, une articulation qui est cartilagineuse, qui est très peu mobile. Et on va avoir quelques synchondroses. Donc les synchondroses, ce sont des jointures cartilagineuses entre deux os qu'on a entre les côtes et le sternum. Entre les côtes et le sternum, vous allez avoir des ensembles cartilagineux qui sont donc des synchondroses et qui sont un type d'articulation cartilagineuse. Ces articulations-là, de la même manière, sont aussi très peu mobiles. Juste pour refaire un tout petit point, dernier point sur les articulations cartilagineuses, ça, ce sont les principaux points qu'on a. En fait, on se rend compte qu'on a des types d'articulations cartilagineuses aussi, par exemple, entre les vertèbres, qui sont des articulations qui sont souvent peu mobiles entre les vertèbres. Différents types d'articulations, c'est aussi un autre type d'articulation cartilagineuse. Enfin, en tout cas, ce sont d'autres articulations cartilagineuses. Je fais la petite précision parce que dans la série de QCM qu'on va avoir tout à l'heure, vous allez avoir la question. Je vous laisse vous le noter dans un coin de votre tête. Ensuite, si on passe maintenant aux articulations, donc troisième grand type d'articulation, ce sont les articulations synoviales, qui sont, elles, des diarthroses. Ça veut dire que ce sont des articulations qui sont plutôt très mobiles. Je dis plutôt parce que toutes les articulations synoviales ne sont pas nécessairement des diarthroses. Ce sont souvent des diarthroses, elles sont souvent très mobiles, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, ce sont des articulations qui sont un peu plus fréquentes au niveau du corps humain. En fait, ce sont toutes les articulations qui permettent de faire tous les mouvements. Toutes les articulations au niveau de la main, poignet, entre les bras, etc. Ça, ce sont des articulations. Ça, ce sont des articulations donc qui sont des articulations très mobiles et qui en fait, c'est la majorité des articulations de votre corps humain. Ces articulations, elles ont des particularités. Elles sont un peu plus complexes que les articulations qu'on venait de voir juste avant. Les articulations cartilagineuses qu'on vient de voir juste avant sont des articulations qui sont plutôt peu mobiles. Et en fait, ce sont des articulations où c'est juste du cartilage entre deux os. Pour schématiser très simplement, mais globalement, c'est ça. Ce sont des articulations, c'est du cartilage entre deux os. Là, ces articulations synoviales, qui sont plus mobiles, elles sont un peu différentes. C'est-à-dire que vous allez avoir deux os de la même manière que d'habitude. Donc, vous voyez sur mon schéma là, vous avez deux os et aux extrémités de chacun des deux os, vous avez une surface de cartilage qui s'appelle le cartilage hyalin. OK? Cartilage hyalin, donc les articulations synoviales ont à leur extrémité, en tout cas accrochées aux os, du cartilage hyalin. À l'intérieur, ça crée ce qu'on appelle une. Hop, j'ai passé de slide trop rapidement. Vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle une cavité articulaire. Cette cavité articulaire est remplie de liquide synovial qui est sécrété par une petite membrane qui est en fait collée à notre cavité sur les deux faces latérales. Vous avez une petite membrane là qui s'appelle la membrane synoviale. Donc vous avez vos deux os, votre cartilage hyalin, et de chaque côté, vous avez une capsule articulaire qui recouvre cet ensemble, cette articulation. Et donc, une première couche qui est la membrane synoviale, cette membrane est très très mince. Elle est très mince, elle est très peu résistante. Son principal rôle, c'est de créer la synovie,
de créer, oui, la synovie, qui va permettre à l'articulation de glisser. Et autour de cette membrane synoviale, pour permettre la stabilité et pour permettre la force de notre cartilage, vous allez avoir une membrane qui est dite la membrane fibreuse. Donc vous avez une membrane synoviale qui est fragile à l'intérieur et une membrane fibreuse qui est solide à l'extérieur. Ça, c'est notre capsule articulaire. Cette capsule articulaire, elle est renforcée encore plus en périphérie, c'est ce qu'on voit juste là, par les ligaments qui vont venir s'accoler par-dessus notre capsule. Donc vous avez la cavité qui est recouverte membrane synoviale, par-dessus la membrane fibreuse, par-dessus les ligaments. Cette articulation-là est très mobile. Pour ce qui est du cartilage à l'intérieur de l'articulation, le cartilage à l'intérieur de notre articulation synoviale, eh ben, en fait, il va pas toujours être le même. Il va pas toujours avoir la même épaisseur. Et en fait, cette épaisseur du cartilage hyalin à l'intérieur de notre membrane synoviale va vraiment dépendre de là où est notre articulation. Si notre articulation est soumise à d'énormes contraintes, par exemple le cartilage articulaire que vous avez au niveau des genoux, eh ben, le cartilage articulaire que vous avez au niveau des genoux, il doit supporter le poids de votre corps toute la journée. Donc pour ce faire, eh ben, votre cartilage, il doit être très solide, il doit être très épais pour pouvoir amortir les chocs, pour pouvoir encaisser le fait que toujours vous allez marcher dessus. À l'inverse, au niveau des bras, il ne supporte pas beaucoup de poids. Donc, il a besoin d'être moins épais, ce cartilage. Donc, au niveau des bras, vous allez avoir une épaisseur de cartilage hyalin qui est moins élevée qu'au niveau des jambes. Au-delà de ça, donc, vous avez vos deux os qui sont reliés l'un à l'autre par du cartilage, avec des bouts de cartilage, par cette articulation. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que parfois, eh ben, il n'y a pas une bonne congruence articulaire. Ça veut dire quoi, une bonne congruence articulaire? Ça veut dire que les deux os s'emboîtent bien l'un dans l'autre. Eh bien, parfois, ils ne s'emboîtent pas très bien l'un dans l'autre. Donc, si les deux os ne s'emboîtent pas très bien l'un dans l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut rajouter des petits bouts. Il faut rajouter quelque chose, donc des petits bouts de fibrocartilage. C'est ce que vous voyez sur le schéma qui est juste devant vous. Ces petits bouts de fibrocartilage vont permettre d'assurer la congruence entre les deux surfaces, donc de permettre à ce que, en fait, la surface articulaire qui reçoit l'os épouse parfaitement la forme de l'os qui vient s'insérer. Par exemple, un très bon exemple qu'on a en tête et qu'on connaît bien, ce sont au niveau des genoux, ce sont les ménisques. Les ménisques au niveau des genoux, à quoi ils servent? Eh ben, ils servent justement à ça. Ils servent à ce que mon fémur qui vient s'accrocher à mon tibia, vu que le fémur et le tibia n'ont pas exactement la même forme, vous allez avoir des petits ménisques qui vont permettre de s'assurer que les deux aient parfaitement des formes qui soient complémentaires et donc au genou de pouvoir bien bouger sans qu'il y ait d'endroits où il y a de la latence. Et donc sur ces petits fibrocartilages qui assurent la congruence, on va en citer deux particuliers. Ce ne sont pas les deux seuls, mais ce sont ces deux-là sur lesquels on va s'attarder là. Vous allez avoir d'un côté, tout d'abord, vous allez avoir un labrum articulaire. Labrum articulaire, c'est un petit bout de fibrocartilage qui vient se mettre dans l'articulation. Sa particularité, c'est qu'il n'a qu'une seule face libre. Il a une face qui est collée au cartilage, une face libre. À l'inverse, vous allez avoir des ménisques. Les ménisques, eux, ils ont les deux faces libres. Aucune face n'est collée au cartilage. Donc voilà, là, ce sont pour ces petits bouts de fibrocartilage. Pour continuer sur nos articulations synoviales, en fait, on va avoir différents types d'articulations synoviales. On va avoir même 5 grands types d'articulations synoviales qui vont correspondre aux différentes articulations du corps humain, qui ont des moyens de mobilité différents. À ceci près que là, sur mon schéma, je n'en ai mis que 5. Dans la réalité, vous en avez même plutôt un sixième qui sont les articulations planes, ces articulations qui sont finalement très peu mobiles. Ce ne sont pas des diarthroses, justement, et ce sont plutôt des synarthroses. Et ce sont des articulations synoviales qui sont très peu mobiles. Je ne les ai pas remis sur ce schéma-là, mais voilà. Comment on va classifier ces 5 grands types d'articulations qu'on a sur ce schéma? Le principal point qui nous permet de classifier, c'est en fait à savoir dans combien d'axes ces articulations vont permettre de faire des mouvements. Par exemple, si on regarde sur mon schéma, la première articulation, c'est une articulation qu'on va appeler sphéroïde. Donc, on voit assez bien, c'est une articulation qui a une forme de sphère. C'est-à-dire qu'on a un côté qui a une sphère, un côté qui vient récupérer cette sphère-là. Cette articulation-là, elle peut se déplacer dans 3 plans de l'espace. Un exemple d'articulation comme celui-ci, donc d'articulation sphéroïde, qu'on a et qu'on peut voir facilement, c'est l'articulation qu'on appelle gléno-humérale. C'est l'articulation au niveau de l'épaule. La glène, la cavité glénoïdale, c'est la partie de la scapula qui est donc ici au niveau du tronc, qui vient récupérer le bras. Eh ben, ça va nous permettre de faire des mouvements dans les 3 plans de l'espace.
Premier plan, c'est ce qu'on appelle l'adduction ou l'abduction. Ça veut dire qu'on va éloigner et rapprocher notre corps. Là, on a un plan qui est ici, un axe de rotation qui est comme ça. Notre articulation, elle bouge comme ça, notre bras bouge comme ça. Donc, il bouge selon ce plan de classement. OK? Deuxième type de mouvement qu'on peut faire, c'est un mouvement de rotation. Donc là, on va pouvoir éloigner mon bras du corps. On va plutôt faire antépulsion en premier. C'est celui-là. Ça veut dire qu'on va avoir un deuxième axe qui est comme ça. Antépulsion, mon bras bouge comme ça. Et ensuite, le troisième axe, donc c'est ce que je vous ai fait, c'est la rotation. Pour mieux le voir, c'est rotation comme ça. On a un troisième axe qui suit la longueur de mon bras, comme ça. Et donc, on a bien nos trois axes de rotation. C'est une sphère dans une cavité qui est capable d'accueillir une sphère. Donc, notre bras peut bouger. C'est ce qui permet à notre bras de bouger dans tous les sens. Ce n'est pas la seule chose qui permet à notre bras de bouger dans tous les sens. Et en fait, justement, ce qui permet de bouger à notre bras dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle la circonduction de l'épaule, le bras qui fait un très très grand mouvement. Et ça, on va le revoir en détail un peu plus loin quand on fera le membre supérieur. Mais voilà, selon deux axes. Une autre type d'articulation pour compléter ce que je viens de dire, ce sont les articulations à deux axes. Donc, un bon exemple d'articulation, donc là, le numéro 2 que vous voyez, ce sont les articulations qu'on appelle ellipsoïdes, ça a une forme d'ellipse. Et par exemple, c'est l'articulation du poignet. L'articulation du poignet, selon cet axe-là, elle peut bouger comme ça. Et selon cet axe-là, il peut bouger comme ça, votre poignet. Que deux axes. Le poignet ne peut pas tourner sur lui-même, parce que ce n'est pas une sphère, c'est une ellipse. Ça veut dire que ça n'a pas la place de tourner sur lui-même dedans. Ensuite, le numéro 3, c'est ce qu'on appelle l'articulation en selle. Et après, numéro 4, c'est ce qu'on appelle l'articulation trochléaire, trochléenne. Ce sont des synonymes, ça dépend un peu, là, ça va dépendre un peu de la fac dans laquelle vous allez être. Trochléaire, trochléenne, ça va dépendre. On peut aussi appeler ça en poulie. Et articulation numéro 5, c'est l'articulation qu'on appelle trochoïde. Et on va revenir en détail après pour voir ce à quoi ça correspond exactement grâce à des schémas. Donc, rentrons dans le détail. Premier type d'articulation, on a dit l'articulation gléno-humérale. Je vous ai déjà montré, donc c'est une articulation sphénoïde. Gléno-humérale, c'est l'articulation qui est au niveau du bras, au niveau de la tête de l'humérus qui vient s'insérer sur la cavité glénoïdale de votre scapula. Donc c'est l'os que vous avez derrière et que vous voyez sur le schéma juste ici. Ça, c'est la scapula. Et donc ça, c'est une articulation qui est dite sphéroïde. On va pas s'éterniser. Ensuite, deuxième type d'articulation, c'est l'articulation ellipsoïde. C'est l'articulation qu'on voit là, c'est l'articulation radiocarpienne. Ça veut dire que c'est l'articulation du poignet. L'articulation radiocarpienne, c'est entre le radius et le carpe, les os du carpe. Celle-là, on ne va pas s'éterniser non plus. On l'a vu, on a bien identifié les deux axes de rotation. Celle qui nous intéresse plus, c'est la numéro 3. Et là, si on regarde sur notre schéma, à quoi ça correspond ce numéro 3? C'est ce qu'on appelle les articulations en selle. L'articulation en selle, qu'est-ce que c'est? L'articulation en selle, ça veut dire que vous avez deux demi-lunes, deux arcs de cercle qui peuvent bouger dans les deux sens. Donc ça vous permet de faire ce mouvement-là et ce mouvement-là. Ça fait que vous avez bien deux axes de rotation. Un endroit où vous avez une articulation en selle, c'est le pouce. C'est la base du pouce. C'est ce qui fait que votre pouce peut bouger dans tous les sens, comparativement aux autres doigts qui peuvent faire que ça. Eh ben, en bas, vous avez votre pouce qui peut bouger dans vraiment tous les sens. Eh ben, ça, c'est une articulation qui est dite en selle, qui permet deux mouvements dans l'espace. On appelle ça l'articulation trapézo-métacarpienne. Le trapèze, c'est un des os qui appartiennent au carpe, donc un des os qui appartient au carpe, qui vient s'attacher au métacarpien du pouce. Cette partie-là du pouce, c'est le métacarpien du pouce. OK? Donc, ça nous permet de faire des mouvements dans tous les sens. Un autre endroit où il y a une articulation en selle dans le corps humain, c'est ici. C'est l'articulation que vous avez entre la clavicule et le sternum. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous pouvez faire ce mouvement-là. Si vous faites ce mouvement-là, vous voyez que votre articulation ici, elle bouge dans tous les sens aussi. Et c'est aussi une articulation en selle, c'est-à-dire une articulation avec des os qui bougent comme ça. Super, merci beaucoup d'être passé dire bonjour sur la conférence qui est sur YouTube, dans les commentaires YouTube. Ensuite, continuons sur les types d'articulation. Donc, en numéro 4, vous avez une articulation qui est dite sous la forme ginglyme, c'est l'articulation trochléaire, trochléenne, c'est les différents noms qu'on peut donner. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est l'articulation huméro-ulnaire. C'est-à-dire qu'on va avoir l'ulna qui va venir ici, et vous voyez là en bas, la pointe de votre coude, en fait, c'est la pointe de l'ulna. C'est l'os de l'avant-bras, c'est un des deux os de l'avant-bras. L'ulna qui est juste ici, et c'est ce qui permet de faire ce mouvement-là. Ce mouvement-là, il est permis par cette articulation qui n'a qu'un seul axe de rotation. Mon bras, il peut faire que ça. En tout cas, sur cette articulation-là, il peut faire que ça. Ça, c'est grâce à cette articulation-là, qui est dite donc trochléaire, trochléenne, ou qui est une ginglyme.
Deuxième type d'articulation que vous avez à côté, c'est l'articulation radio-ulnaire. Donc là, c'est l'articulation trochoïde. C'est des articulations qui permettent des glissements, rotation sur soi-même. Exemple d'articulation trochoïde, c'est l'articulation que vous voyez, c'est la numéro 5 sur votre schéma. Donc là, le schéma, j'espère que vous avez bien compris, le schéma du milieu, c'est une vue latérale du coude droit. On regarde notre coude ici. Pardon, j'ai mon bras un peu trop bas. On voit qu'on a ici, donc la partie ici, c'est l'ulna, et la partie ici, c'est le radius. Le radius, en fait, il s'accroche que à mon ulna ici. C'est-à-dire que l'articulation du coude, c'est l'articulation que entre l'humérus et l'ulna, et le radius, il vient ici. Et le radius, en fait, la particularité, c'est que avec cette articulation trochoïde, il peut tourner sur lui-même pour permettre ce mouvement de pronation et de supination. Donc, c'est ce qui permet de faire ce mouvement-là, pronation, supination. Ici, on a le radius qui va venir tourner sur l'ulna. Vous allez voir, je vais revenir un peu plus loin. Je vous ai vraiment mis une vidéo et une image des deux os qui bougent l'un sur l'autre. Vous allez mieux comprendre un peu plus loin dans le diaporama. Mais voilà, un autre exemple d'articulation trochoïde et un autre exemple d'articulation trochléaire que je vais vous donner. Donc, articulation trochoïde, donc le numéro 5. Un autre exemple, c'est au niveau des vertèbres cervicales. Là, entre la première et la deuxième vertèbre cervicale, donc l'atlas, la première vertèbre cervicale, l'axis, la deuxième vertèbre cervicale, eh ben on voit que l'axis, elle a une dent qui monte et qui vient s'articuler avec l'atlas et qui permet à l'atlas de tourner sur elle-même. Eh ben, cette articulation-là est aussi une articulation trochoïde. Et un exemple d'articulation trochléaire, c'est l'articulation du genou. C'est ce qui permet à votre genou de faire des mouvements flexion, extension de votre genou. Cette articulation-là est une gingline. J'espère que c'est assez clair là sur ces 5 grands types d'articulations qu'on a revus dans le détail et qu'on a pu resituer au niveau de nos membres, en tout cas de notre membre supérieur. Eh bien, si c'est clair, là c'est le moment, donc pour ceux qui sont sur le site, de faire la deuxième section, la deuxième séquence de QCM. Donc là, je vais lancer la deuxième séquence de QCM de la même manière que tout à l'heure. Ah oui, et j'avais pas vu, pardon, il y en a pas mal qui avaient fini la première séquence et je vois des 20 sur 20. C'est bien joué. Donc, deuxième séquence de QCM. Là, vous devez appuyer sur les deux petites flèches qui sont en bas de la vidéo sur le site web. Et normalement, la deuxième séquence de QCM peut se lancer. Donc, je vous laisse faire cette deuxième séquence. Ça va aller très vite, pareil que tout à l'heure. 2-3 minutes, vous finissez les 5 questions et on recorrige ensemble sur le diaporama. Je vous ai remis les QCM. Donc, n'hésitez pas. Et là, si sur la partie qu'on vient de voir, vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai bien volontiers. Donc, je vous laisse 1 ou 2 minutes et je regarde en même temps si vous commencez à avoir à répondre à mes questions. Et là, sur la première séquence, à part une personne qui a super bien réussi, les notes n'étaient pas super élevées. Donc là, j'espère que vous aurez un peu mieux sur celle-ci. Et pour ceux-là, en attendant, du coup, j'en profite. Pour ceux qui ne sont pas, je profite de ce petit temps de pause. Pour ceux qui ne sont pas sur le site web et qui regardent soit depuis YouTube, soit depuis TikTok, vous pouvez aller sur le site web. La vidéo, enfin la conférence est accessible gratuitement et vous aurez accès à tous les QCM. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la vidéo sur le site web pour la regarder et pour pouvoir avoir accès au QCM et pour pouvoir vous entraîner en même temps que nous. Voilà. Et en attendant, je regarde si je commence à avoir quelques réponses. Toujours pas. Je vous laisse encore une petite minute et après je commence à corriger. Et vous répondrez dans le pire des cas en même temps. Mais dépêchez-vous de répondre, sinon je vais bloquer l'accès au QCM. Ça y est, vous commencez à arriver. Donc les premières personnes, là, je commence à avoir des 15 sur 20. C'est pas mal. Là, ça veut dire que vous avez quand même plutôt bien compris le cours. Ou est-ce que vous avez fait faux? Ok. Ok. On va commencer à corriger. Je laisse accessible les QCM pour que ceux qui veulent encore les faire puissent le faire et qu'en attendant, on puisse commencer à corriger. Bon, première question. À propos des articulations, les articulations fibreuses sont immobiles. Donc là, j'ai vu que ça a pu poser problème. Effectivement, les articulations fibreuses, on dit plutôt qu'elles sont immobiles. Ce sont vraiment des articulations qui sont immobiles, qui ne bougent pas, et c'est globalement les sutures au niveau du crâne. Vous avez 4 grands types d'articulations fibreuses, qui sont majoritairement des articulations immobiles. Les articulations cartilagineuses sont principalement présentes dans les vertèbres. Alors là, pareil, petit piège, enfin pas vraiment petit piège parce qu'on ne l'a pas vu spécifiquement, mais effectivement, les articulations cartilagineuses sont bien des articulations au niveau des vertèbres qui sont très présentes. Ensuite, les articulations synoviales
sont entourées d'une capsule articulaire. Bon, ça, il n'y avait pas de problème. Articulation synoviale, si vous avez bien écouté, bien compris, vous vous rendez bien compte qu'elles ont bien une capsule articulaire qui est composée de membrane synoviale, de la membrane fibreuse et du ligament. Les articulations synarthrosiques permettent un large mouvement entre les os. Non, justement, ce sont les diarthrosiques qui permettent un large mouvement et pas les synarthrosiques. Et ensuite, les articulations amphiarthrosiques sont présentes dans le crâne. Alors, c'est pas le plus fréquent, les articulations amphiarthrosiques. Articulations amphiarthrosiques sont des articulations qui sont peu mobiles, mais néanmoins, elles peuvent être présentes dans le crâne. Et je me suis rendu compte dans la correction initiale que c'était pas assez complet pour ces articulations amphiarthrosiques, mais en fait, on peut avoir une petite syndesmose au niveau du crâne par le ligament stylo-hyoïdien, donc entre le processus styloïde et l'osioïde, et cette articulation-là, donc le processus styloïde, c'est un petit processus qui est en bas du crâne là et qui vient s'attacher avec l'os hyoïde, qui est l'os qui participe à la parole, donc qui appartient aux cordes vocales. Et donc ça, c'est vrai que c'est considéré comme une articulation amphiarthrosique du crâne. Donc voilà, la question là, elle était un petit peu tendancieuse, elle était un petit peu complexe, mais du coup voilà. Les réponses étaient donc A, B, C et E. Ensuite, question suivante. Les articulations synoviales permettent un large éventail de mouvements. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu notamment avec l'articulation de l'épaule. Elles sont immobiles et ne permettent pas de mouvement, donc c'est faux. Les articulations synoviales sont présentes uniquement dans les membres supérieurs. Non, bien sûr que non, en fait c'est à peu près partout dans le corps. Elles sont dépourvues de cavités articulaires. C'est faux, c'est même principalement elles qui ont des cavités articulaires. Et les articulations synoviales sont entourées d'une capsule articulaire, donc c'est vrai. Pardon, oui, c'est bon. Donc les réponses vraies étaient A et E. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans les QCM que vous avez fait. À propos des articulations, les fibrocartilages sont présents dans toutes les articulations synoviales. Ça, c'est faux. C'est souvent présent, enfin en tout cas, ça peut être présent pour permettre la congruence articulaire. Vous vous rappelez, les fibrocartilages, ce sont les petits bouts de cartilage qui se mettent, notamment les ménisques, mais ce n'est pas toujours présent. Ils permettent des mouvements amples et fluides dans les articulations synoviales, c'est vrai. Ils sont présents dans les ménisques du genou. Alors là, petite imprécision dans ma formulation de question, elles ne sont pas présentes dans les ménisques du genou, mais les ménisques du genou en sont. C'est vrai. Et les fibrocartilages se trouvent dans la surface articulaire des os, c'est plutôt sur la surface articulaire des os. Et c'est vrai, ça sera plutôt les labromes. Labromes collés à la surface articulaire. Ils ne jouent aucun rôle dans la stabilité articulaire, c'est faux. Ils sont même très importants pour la stabilité articulaire. Voilà, donc les réponses vraies étaient les réponses B, C et D. Dernière question. Sur l'image suivante, l'articulation trochoïde est, là vous l'aviez tous, A, sphéroïde, B, ellipsoïde, C, articulation en selle, D, c'est trochléaire, trochléenne, et E, c'est la trochoïde. Donc la réponse juste était la réponse E, l'articulation trochoïde. Bien. Maintenant qu'on a fait les articulations et les os, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail des membres supérieurs. Avant ça, je vais regarder un petit peu où vous en êtes sur vos notes à la précédente question. C'était moyen. C'est pas mal. C'est un peu moyen. Ok. Bon. Continuons. Après, pour votre défense, les questions étaient vraiment très difficiles. En tout cas, certaines questions étaient quand même plutôt difficiles. Le membre supérieur. Donc, on va commencer par la partie la plus proximale du membre supérieur. On se rappelle, par rapport à la première conf, à ce qu'on a vu dans la première conférence, on a la partie la plus proximale vers la partie la plus distale, la partie la plus proche du thorax vers la partie la plus distale. Alors là, donc première partie sur le membre supérieur, la partie la plus proximale, c'est au niveau de la clavicule. Juste un petit point d'attention. Donc la clavicule, c'est considéré comme un os long et parfois comme un os plat. Et en fait, c'est très, très dépendant. Et là, pareil, là, je mets des grands. Là, les QCM que vous venez d'avoir étaient plutôt de niveau difficile. Je réponds à une question que vous m'avez posée en commentaire. Je réponds à une question que vous m'avez posée en commentaire sur YouTube. C'était plutôt des questions difficiles. Donc,
Faire très attention par rapport aux facs. Là, pour l'articulation, que ce soit pour les côtes ou que ce soit pour la clavicule, ce sont des os qui sont plutôt plats, qui sont plutôt considérés comme plats, parfois comme longs. Ça va dépendre un peu des classifications et ça va dépendre de ce que votre prof vous dit. Donc là, il faudra vraiment faire très attention à ce que vous dit le prof et à bien répondre à votre fac en fonction de ce qu'il vous dira. Donc voilà, je ne vais pas trop m'avancer. Si moi, dans les questions que je vous pose, je vous dis long ou plat, vous le considérez comme juste, en sachant, gardant en tête que selon votre prof, voir ce qu'il dit. De la même manière, à savoir, est-ce que la clavicule appartient aux membres supérieurs? Il y a certains cours dans lesquels on considère que la clavicule appartient aux membres supérieurs, certains cours dans lesquels ce n'est pas le cas. Donc ça, pareil, à bien voir avec le prof de votre fac ce qu'il considère. Donc néanmoins, notre petit bonhomme très souriant qui nous montre bien gentiment ces clavicules que vous voyez là, eh ben, on voit qu'en fait, c'est une vue antéro-supérieure de la clavicule que vous avez là, c'est l'os qui est en rouge, et on voit que c'est un os qui a une forme de S avec deux grandes parties. Une première partie qui est la partie la plus proximale, c'est celle qui est entourée en rose ici. Donc c'est la partie proximale, donc la plus proche du centre du corps. Cette partie-là, on dit qu'elle est convexe vers l'avant. Convexe vers l'avant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que vous voyez ici. Convexe, ça veut dire que c'est bombé vers l'avant. À l'inverse, concave, ça veut dire que c'est creux vers l'avant. Mon moyen mnémotechnique, quand j'étais en première année de médecine, pour me rappeler que concave, c'est la partie qui est creuse, moyen mnémotechnique, c'est concave, ça veut dire que c'est ce qui est dans une cave. Voilà. C'est un moyen mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut. Mais voilà. Concave, ça veut dire qu'il est dans une cave. Ça veut dire que c'est creux vers l'avant. Donc, la partie la plus proximale, elle est convexe vers l'avant. Vous voyez ici, c'est bombé vers l'avant. Et la partie qui est la plus distale, ici, elle est concave vers l'avant. Ça veut dire que c'est creux vers l'avant. Est-ce que ces notions sont claires pour vous? Si vous avez un problème avec ça, n'hésitez pas. Les petits schémas qui sont juste en dessous sont quand même assez représentatifs montrent assez bien ce que sont convexe et concave. On passe à la diapo suivante. Maintenant, on va s'intéresser aux deux types d'articulations. Alors là, j'ai un tout petit bug dans mon diapo, c'est pas grave. On va regarder ensemble. Donc, deux articulations principales au niveau de la clavicule. Vous allez avoir une articulation qui est ici, donc l'articulation la plus proximale de la clavicule. C'est l'articulation entre la clavicule et le sternum. Et cette articulation est dite, donc, c'est l'articulation qui est sternoclaviculaire, c'est l'articulation en selle qui permet en fait le mouvement. Ce qui permet de faire ce grand mouvement d'épaule là, c'est le fait qu'au niveau ici de votre sternum et de votre clavicule, ça bouge bien en fait. Et de l'autre côté, vous avez une deuxième articulation qui est ici, la partie la plus distale. Là, c'est ce que vous sentez quand vous touchez le haut de votre épaule. Là, vous sentez qu'il y a deux os qui se joignent l'un à l'autre. Et ça, c'est l'articulation qui est dite acromioclaviculaire. L'articulation acromioclaviculaire, ça veut dire qu'il y a la clavicule qui est ici, qui vient s'attacher avec l'acromion là. L'acromion, c'est un gros processus, on va revenir dessus juste après, sur la slide suivante. C'est un petit processus qui vient là, et qui part de la scapula et qui vient s'attacher en avant avec la clavicule. La particularité de cette articulation-là, et c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est que c'est une articulation qui est plane. En fait, cette articulation ici, entre l'acromion et la clavicule, ne bouge pas du tout. C'est bien une articulation synoviale, mais ce n'est pas une articulation mobile. Donc c'est un peu les exceptions que vous avez sur le fait que les articulations synoviales sont des diarthroses. Ça, c'est une exception. Donc voilà, vous avez la clavicule, enfin la scapula derrière qui vient s'attacher avec la clavicule devant, deux articulations au-delà de la clavicule. On continue. Donc on va ensuite avoir donc la scapula. La scapula, c'est notre magnifique os qui est ici et qui va venir donc s'attacher avec la clavicule en avant. Cet os-là a deux points d'insertion. Le premier, donc, on en a parlé entre l'acromion et la clavicule, et le deuxième, en fait, c'est tout l'os qui est plaqué à la cage thoracique. Là, on peut commencer à identifier différents types d'articulations de l'épaule. Et en fait, on va se rendre compte, petit à petit, vous vous rendez compte que l'épaule, en fait, c'est un complexe hyper compliqué à comprendre. C'est un complexe qui est composé de plein d'articulations. On parle d'épaule, on parle de l'articulation de l'épaule, mais en fait, l'articulation de l'épaule, c'est plein d'articulations. C'est une articulation ici entre la clavicule et la scapula, une articulation ici entre la clavicule et le sternum, et une articulation physiologique, ce n'est pas une réelle articulation, mais c'est plutôt un plan de glissement entre la scapula et la cage thoracique. Et c'est ce qui fait que quand vous levez le bras, vous sentez que dessous, votre scapula, elle bouge. En fait, elle glisse contre votre cage thoracique. Ça, c'est un espace de glissement. C'est une fausse articulation, une fausse avec des grands guillemets, une articulation physiologique qui permet à votre scapula de bouger et qui permet d'amplifier les mouvements de l'épaule. Je lève l'épaule sans mobiliser la scapula, je lève l'épaule en mobilisant la scapula.
ça permet de faire des mouvements encore plus grands. Ça participe à la circonduction de l'épaule. On va revenir après, on n'a pas fini, on n'est pas au bout de nos surprises sur les articulations de l'épaule. Restons sur la scapula et allons un peu plus dans le détail. Cette scapula, là sur le schéma que vous voyez, qui reprend l'ensemble de la scapula, on a à gauche une vue de face de la scapula. C'est-à-dire que j'ai pris ma scapula là, je l'ai enlevée, je la regarde de devant. Je regarde ma scapula. On a au milieu la fosse scapulaire, on a trois bords. Bord supérieur, bord médial, bord latéral, et on a trois angles. Angle supérieur, angle inférieur, angle latéral. La petite partie que vous voyez ici, là, c'est ce qu'on appelle le processus coracoïde. Et ce que vous voyez juste là au-dessus, c'est l'acromion. C'est cette zone-là, l'acromion, qui va venir s'articuler avec la clavicule juste devant. Donc on a l'acromion ici qui va venir s'articuler avec la clavicule. Juste en dessous là, un petit processus coracoïde. Et vous avez ici une vue latérale. Alors attendez juste, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. Tac, 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 personnel. Tac, 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 tac. Hop, 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 pardon, je me dépêche et je reviens. Hop. Voilà. Et donc, vous avez votre processus. Tac, tac, tac. On revient ici. Donc, l'acromion qui va venir s'articuler avec la clavicule, le processus coracoïde qui est juste en dessous. Le processus coracoïde, c'est un petit bout d'os qui sert donc de point d'insertion, qui sert de point d'insertion de ligament, mais qui n'est pas rattaché à un autre os. Là où l'acromion, lui, vient s'attacher à la clavicule. Si on regarde ici, ça c'est une vue latérale de la clavicule. J'espère que vous visualisez bien. Donc on a ici une vue de face de la scapula. Et si on se met ici, on a une vue latérale de la scapula, donc on vient regarder comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la cavité glénoïdale. La cavité glénoïdale, qu'est-ce que c'est? Cette cavité glénoïdale, c'est la cavité qui permet à l'humérus de s'insérer et de bouger. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Tac, 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 tac. On a l'humérus qui vient s'insérer avec la cavité glénoïdale et qui permet les derniers mouvements de l'épaule. Donc, humérus, cavité glénoïdale, c'est donc, un dernier type, hein, le troisième type d'articulation vraie de l'épaule. On a vu qu'on avait donc trois types d'articulation vraies. Et pour permettre à ces mouvements de bien se faire, sous l'acromion et au-dessus de l'humérus, on va avoir aussi un espace de glissement. C'est une deuxième articulation physiologique. Vous avez donc deux articulations physiologiques sous la clavicule, enfin sous la scapula, pardon, et au niveau de l'humérus. Deux articulations physiologiques, trois articulations vraies. Vous avez donc votre épaule qui est un ensemble de cinq articulations, trois articulations vraies, deux articulations physiologiques, deux espaces de glissement. Ensuite, pour continuer, on continue, on va un peu plus distal et on revient sur le détail de l'humérus. On l'a vu tout à l'heure, épiphyse proximale, métaphyse, diaphyse, métaphyse, épiphyse distale, avec deux principales articulations. La première articulation qu'on vient de voir, l'articulation gléno-humérale, qui est l'articulation proximale, et l'articulation distale, qui est l'articulation entre l'humérus et l'ulna. On va rentrer un peu plus dans le détail. On continue à s'éloigner. Deux os, radius, ulna. Ce sont les deux os du bras. Et là, ça permet de faire une petite aparté sur comment on va représenter, enfin comment on va qualifier les différentes parties du bras. On a donc bien vu l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main. C'est comme ça qu'on va qualifier le membre supérieur. Donc là, c'est le bras, là, c'est l'avant-bras. Vous allez voir que dans les QCM, et vous le verrez ici dans les QCM que je vous ai mis, c'est pas toujours extrêmement rigoureux. Et là, il faudra bien voir, c'est aussi pareil, ça va être un peu à la sensibilité de votre prof de votre fac. Il y a des profs qui sont extrêmement rigoureux. S'ils vous demandent l'os du bras, c'est l'humérus, la réponse est vraie. Si vous demandent l'os du bras, c'est radius ulna, c'est faux. C'est l'os de l'avant-bras. Radius ulna, ce sont les os de l'avant-bras. Il y a parfois où, quand on va parler du bras, en fait, on va faire un peu un abus de langage et on va dire bras pour membre supérieur. Mais globalement, il faudra bien différencier bras qui est ici, avant-bras qui est là, membre supérieur qui est l'ensemble. Revenons sur cette partie-là qui est l'avant-bras, deux os radius ulna. L'os qui est latéral, c'est le radius. L'os qui est médial, c'est l'ulna. Et ce sont ces deux os-là qui vont bouger l'un sur l'autre. Donc là, on a deux articulations qui sont proximales. On va avoir l'articulation de l'ulna avec l'humérus et l'articulation du radius avec l'ulna qui permet cette rotation de la main sur elle-même. Donc, hop, on continue.
Là, ça nous permet de bien voir ces 2 différences entre pronation et supination. La supination, ça veut dire que je mets les mains vers le ciel et c'est les mains que j'ai en position anatomique de référence et je vais tourner mes mains et je vais passer en pronation. Et là, on voit bien, donc je vais remettre là la petite vidéo que vous avez au milieu qui montre bien le bras qui tourne, on a les 2 bras qui se croisent. En fait, on a le radius qui va venir se rabattre sur l'ulna et quand je me mets en supination, ils se décroisent. Ici, on voit bien qu'ils sont décroisés et quand il y en a un qui vient se rabattre sur l'autre, ici, quand on est en pronation, l'un se rabat sur l'autre. Maintenant, la partie la plus distale, donc on avait l'articulation du poignet. La partie la plus distale, c'est la main, avec la partie proximale de la main qui est le carpe, la partie intermédiaire qui est le métacarpe et la partie distale qui sont les phalanges. Vous allez avoir 8 os au niveau, enfin 8 os au niveau du carpe, 5 métacarpiens, 14 phalanges. Grosse particularité, on en a déjà parlé tout à l'heure, au niveau du pouce, il n'y a que 2 phalanges. 3 phalanges sur tous les doigts, sur les doigts 2 à 5. Le doigt numéro 1, qui est le pouce, n'a que 2 phalanges. Et c'est ce qui fait qu'on n'a que ce mouvement-là, par rapport à là. L'articulation du poignet qui est une articulation ellipsoïde. Et vous allez avoir pour la majorité, donc pour les articulations ici entre les métacarpiens 2 à 5, ce sont des articulations planes. C'est ce qui fait qu'en fait, là, votre paume, c'est un seul bloc et votre paume ne bouge pas complètement sur elle-même. Et à partir de là, ce sont des articulations trochléaires qui permettent de faire un seul mouvement de poulie. Tac. Donc, on a fini cette partie sur le membre supérieur. C'est à vous de faire les petits QCM. Donc, 3 questions. Je vais libérer, tac, je vais libérer les 3 questions pour que vous puissiez les voir, pour que vous puissiez les faire. Tac. Donc, je recharge. Voilà, normalement, vous pouvez avoir accès à notre, vous pouvez avoir accès au QCM. Donc là, je refais l'aparté pour ceux qui sont sur TikTok. Les QCM sont disponibles sur le site web et vous pouvez faire les QCM gratuitement en vous connectant sur le site web, sur notre plateforme en ligne et vous aurez accès à la conférence. Ah, on me dit qu'il y a un petit problème sur les QCM. Je viens vous les remettre. Tac, tac. Normalement, c'est bon. Voilà. C'est bon. Normalement, vous voyez les QCM. Donc voilà, les QCM sont disponibles sur la plateforme. Normalement, vous pouvez les voir. Et là, moi, je suis en train de recharger pour commencer à voir si vous commencez à avoir des notes. Donc là, je vous laisse, comme tout à l'heure, 2-3 minutes pour faire ces petits entraînements. Donc il y a 3 QCM qui vont s'enchaîner sur ce qu'on vient de voir. De la même manière que tout à l'heure, les QCM, pour certains, sont plutôt simples, pour certains, sont plutôt difficiles. Et je vous laisse vous faire votre avis. Ce sont les notes qui parleront. Tac, tac, tac. Et en attendant, je regarde si j'ai des commentaires. Alors, est-ce que je peux expliquer le message nerveux? Alors, c'est pas du tout l'objet de la conférence de ce soir, mais peut-être qu'on pourra revenir sur le système nerveux dans une prochaine conférence. Donc, n'hésitez pas à me demander en fait les sujets qui vous intéressent le plus pour qu'on puisse en fait créer les prochaines conférences en fonction de vos volontés. Tac, tac. Ah, ça y est, les notes commencent à arriver. Et c'est plutôt bien. C'est même plutôt très bien. Ah oui, donc là, il y a la question que j'ai posée tout à l'heure qui pose problème. Tac. OK. Tac. OK. Donc je commence à avoir des notes, je commence à corriger. Hop. Première question. Concernant l'anatomie de la clavicule, elle s'articule avec l'omoplate au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Donc, est-ce que la clavicule s'articule avec l'omoplate? Oui, au niveau de l'articulation acromioclaviculaire, c'est vrai. C'est un os long. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça pose problème. Moi, je l'ai compté vrai. Ça va dépendre vraiment de votre fac. Si votre prof de fac dit que c'est un os plat et que c'est pas un os long, vous écrivez os plat, vous le cochez pas. Là, je l'ai mise vrai. Voilà. Sa face supérieure est subcutanée sur toute sa longueur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que sa face supérieure, on peut la sentir sous la peau? Oui, complètement. Sa face supérieure, elle est bien subcutanée sur toute la longueur, c'est-à-dire qu'elle est sous la peau sur toute la longueur. Elle s'articule avec le sternum au niveau de l'articulation sternoclaviculaire, c'est vrai, et elle est parfaitement droite. Non, on a vu qu'elle avait deux courbures, elle avait une espèce de forme de S, donc elle n'est pas parfaitement droite. Donc les réponses vraies étaient A, B, C et D. Ensuite, sur l'image suivante, qui représente les os du carpe. Alors là, je n'ai pas été méchant, je ne vous ai pas demandé de me renommer les os du carpe, par contre, de bien savoir vous repérer dans l'espace. Le numéro 1 est un os latéral. Est-ce que le numéro 1 est un os latéral? Il n'y avait pas besoin de savoir lequel était-ce comme os, il fallait juste regarder autour avec quoi il est articulé. Et en fait, on voit que là, on a les quatre os, on a quatre métacarpiens qui se suivent et un qui se décroche. Donc on se rend bien compte que cet os-là, c'est l'os qui est articulé avec le pouce, et en position anatomique de référence, le pouce est latéral. Donc cet os numéro 1, c'est l'os trapèze qui est articulé avec le pouce, qui forme l'articulation trapézo-métacarpienne, et c'est bien un os latéral. Le numéro 5 est un os médial accordé au pouce, donc c'est l'os qui est à l'opposé, il est bien médial, mais par définition, il n'est pas accordé au pouce, vu que c'est l'os trapèze qui est accordé au pouce. Le numéro 1 est accordé à un doigt n'ayant que deux phalanges. De la même manière, c'est le trapèze qui est accordé au pouce, donc il a bien deux phalanges. Les os 2 et 3 appartiennent à l'articulation du poignet. Oui, les os 2 et 3, ce sont les os qui sont les plus proximaux. Donc, ce sont les os qui sont en relation avec le radius et qui permettent de faire les mouvements du poignet. Ce sont les os qui appartiennent à l'articulation radio-métacarpienne. Radiocarpienne, pardon. Donc, les items vrais étaient les items A, C, D. Ensuite, concernant l'articulation de l'épaule, donc l'articulation gléno-humérale, c'est la principale articulation de l'épaule, c'est vrai. L'articulation gléno-humérale, c'est celle qui permet de faire la majorité des mouvements. Elle s'associe à deux autres articulations, plus deux espaces de glissement. Néanmoins, c'est l'articulation principale. L'articulation acromioclaviculaire est une articulation synoviale. L'articulation acromioclaviculaire est bien une articulation synoviale. La sternoclaviculaire est une articulation fibreuse. Non, sternoclaviculaire, c'est celle-ci. Elle est plane, pardon. Elle est très peu mobile, mais pour autant, elle n'est pas fibreuse. C'est aussi une articulation synoviale. La gléno-humérale est une articulation de type trochoïde. Non, la gléno-humérale, c'est une articulation sphéroïde. Et l'articulation scapulo-thoracique est une articulation réelle. Non, c'est un espace de glissement, c'est une articulation physiologique. Donc les réponses vraies étaient les réponses A et B. Bien, nous avons fini cette partie sur le membre supérieur. On va s'intéresser maintenant au membre inférieur. Et on va commencer par les grandes régions du membre inférieur. Là, on arrive plutôt à la fin du cours. On finit sur ça. On a le membre inférieur, le système musculaire. Le membre inférieur, donc, les grandes régions du membre inférieur. Premièrement, la région glutéale, qui vient ensuite s'associer à la région de la cuisse. Donc la cuisse, c'est la partie proximale de votre jambe. On différencie bien. On se rappelle, pour le bras, on avait dit bras, avant-bras. Pour la jambe, c'est cuisse et jambe. C'est-à-dire que la région du tibia, c'est la jambe. En intermédiaire, on a le genou. Et les parties les plus distales, c'est la cheville et le pied. Là, il faut faire super attention à ça. C'est que vous allez avoir bras, avant-bras, alors qu'au niveau de la jambe, au niveau du membre inférieur, pardon, c'est cuisse, jambe. Ça, c'est vraiment des pièges très faciles. On vous demande quel est l'os de la cuisse, quel est l'os de la jambe, et on vous dit que c'est le fémur. En fait, c'est faux. Le fémur, c'est un os de la cuisse et pas un os de la jambe. Et par contre, c'est bien le plus grand os du membre inférieur. Continuons. Si on s'intéresse au fémur un peu plus en détail, on voit que le fémur, donc, il a une orientation qui est assez intéressante. On va voir si on détaille un peu plus après. Ouais. On va revenir dessus juste après. Donc, une tête fémorale, et juste en dessous de la tête fémorale, on a un col fémoral, avec un petit angle entre le col fémoral et toute l'orientation de la diaphyse. Ce petit col fémoral, il est très particulier au niveau du corps humain. Enfin, en médecine, il est extrêmement particulier, ce col, parce qu'en fait, c'est une zone plutôt de fragilité de notre fémur. C'est une zone qui est fragile parce qu'elle est plus fine. Et donc, c'est une zone qui est souvent propice à fractures. Et vous entendez souvent parler des fractures du col du fémur. Et donc, en fait, c'est à cet endroit-là. Des fractures qui arrivent assez souvent aussi, c'est cette zone-là, grand trochanter, qui peut aussi assez souvent se fracturer, notamment en cas de chute. Et ici, donc, la zone qui est à l'opposé, c'est le petit trochanter. Globalement, ce que vous voyez sur ce schéma, c'est que notre fémur a une orientation oblique vers le bas et vers l'avant, et vers l'intérieur, pardon. Orientation oblique vers le bas et vers l'intérieur. C'est ce qui fait que vos jambes, elles partent comme ça, vers l'intérieur.
Deux grands types d'articulation au niveau de cet os. L'articulation la plus proximale, qui est une articulation sphéroïde, c'est ce qui permet à votre jambe, au niveau de la hanche, de bouger dans tous les sens. Et une articulation plus distale, l'articulation du genou, qui est une gynglime, donc une articulation trochléaire. Rentrons un tout petit peu plus dans le détail et on voit qu'en fait, il y a différents axes. Donc là, on a vu tête fémorale, col fémoral, petit trochanter, grand trochanter. Là, on les voit un peu plus en détail. On voit bien notre angle entre le col fémoral qui est en rouge, ici en rouge plein, et ici la partie diaphysaire, donc l'axe de la diaphyse, qui est en rouge pointillé. On a bien un angle de 130 degrés. Et juste au bout là, la petite fossette du ligament rond pour maintenir notre tête fémorale. Et sur cette zone-là, donc ça c'est une vue de dessus. On regarde sur ce schéma-là, on regarde notre fémur d'en haut, et on voit que aussi d'en haut, entre la tête et l'axe de la diaphyse, eh ben, en fait on a un petit angle. Ça fait que c'est ce qui fait qu'on va avoir à la fois notre tête fémorale, enfin notre grand trochanter qui va partir vers l'avant, et qu'après, on va avoir les jambes qui seront bien droites au bout. C'est ce petit angle, sur cette vue de dessus. Donc, on a deux angles, en fait, à notre fémur qu'il faut bien voir. Quand on regarde de face, on a un angle entre le col et la diaphyse. Et quand on regarde d'en haut, on a un angle entre l'axe de la tête et l'axe, en fait, de la partie distale que vous voyez juste en bas, qui est l'articulation du genou, vue de dessus. Ça, c'est pas le schéma le plus simple à visualiser, mais il faut bien comprendre qu'en fait, ce sont des axes qui permettent d'avoir un maximum de répartition des charges au niveau du fémur, parce que ce sont des os qui encaissent au maximum le poids du corps humain. Donc, très important de bien comprendre ces axes. La partie distale, donc on va avoir une petite surface ici qui est la surface patellaire, c'est ce que vous voyez, la patella, c'est ce que vous appelez, c'est ce qu'on appelle la rotule, qui est un os sésamoïde qui est collé à l'avant de notre genou. Donc ça, c'est la partie, c'est l'épiphyse distale du fémur. C'est la partie qui va venir s'articuler avec le tibia pour faire l'articulation du genou. La patella qui va se mettre devant et deux condyles sur les côtés, le condyle fémoral médial et le condyle fémoral latéral. Ce sont les deux condyles qui s'articulent avec le tibia juste en dessous. Continuons. Là, on regarde cette articulation-là, enfin cette zone-là, au niveau de la jambe. Donc, on a tibia, fibula. On revoit au milieu qui tourne, c'est notre articulation du genou, avec en latéral, on a la fibula, et en médial, on a le tibia. Là, c'est le meilleur moyen de savoir si vous regardez une jambe droite ou une jambe gauche, ou si vous regardez de face ou de dos, c'est de savoir de quel côté est la fibula. La fibula, elle est toujours un petit peu en arrière, latérale. C'est ce qui vous permet de vous représenter dans l'espace et de savoir comment vous regardez votre jambe. Et donc là, c'est ce qui fait qu'ici, on est capable de dire que c'est une face antérieure de la jambe droite. On voit qu'on a une fibula qui est bien latérale, un petit peu en arrière. Cette articulation du genou, c'est une gynglime, donc une trochlée, une articulation trochléaire. Dernier point de la jambe, la partie la plus distale de la jambe, c'est le pied. Donc le pied, de la même manière, on peut le diviser en trois grandes parties. Les phalanges, la partie qui est la plus distale, les métatarsiens, qui est la partie intermédiaire, et le tarse, qui est la partie la plus proximale du pied. Le tarse, il est composé d'un certain nombre d'os ici. Donc on va avoir 7 os courts qui vont former le tarse, 5 métacarpiens, 5 phalanges proximales, 5 phalanges intermédiaires et uniquement 4 phalanges distales parce que l'hallux, qui est l'équivalent du pouce du pied, n'a que 2 phalanges. De la même manière que pour notre pouce au niveau de la main, l'hallux n'a que 2 phalanges au niveau du pied. C'est le moment où vous passez aux petits entraînements. Donc, je vais libérer les entraînements sur le site et vous allez pouvoir voir. Donc là, je suis en train de regarder un peu toutes les notes que vous avez eues à la session précédente et c'est pour certains pas trop mal, pour d'autres un peu moins bien, mais globalement, vous vous en sortez bien. Et là, vous pouvez faire du coup la prochaine série de QCM, la 3e série de QCM. Je vais profiter de cette accalmie pour brancher mon ordinateur. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez à nouveau un petit problème pour faire les QCM. Je vous laisse à nouveau 5 minutes pour répondre à ces QCM. Et je reviens à mes collègues qui sont sur TikTok, toujours de la même manière. Si vous voulez aller avoir accès aux QCM, ils sont sur notre plateforme en ligne, vous avez le lien dans la bio du compte, et vous pouvez y avoir accès gratuitement, regarder la conférence et faire les QCM en parallèle. Et là, je reprécise pour tout le monde,
Ce cours est globalement assez on rentre pas dans le détail réellement de chaque partie du cours. L'idée, c'était vraiment de rebalayer cet ensemble musculo-squelettique, en tout cas squelettique et articulaire, pour revoir vraiment les points essentiels et qui sont très, très QCMables, qui sont très, tombables au concours et pour pouvoir vraiment revoir tous ces points-là. L'idée, c'est qu'après, à la fin, je vous redonnerai des ressources pour pouvoir approfondir tout ce qu'on a vu pendant la conférence et donc pour pouvoir aller plus loin. En attendant, et notamment avec beaucoup plus de QCM qui vont beaucoup plus loin, on a sur le site à l'heure actuelle, on a plus de 300 QCM d'anatomie, 300, 400 même QCM d'anatomie, donc vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin. Là, je commence à voir que vous commencez à répondre. C'est pas trop mal avec quelques petits problèmes. Tac, ok. Ok, c'est pas mal. Tac, je regarde encore. Est-ce qu'il y en a d'autres qui commencent à répondre? Ok, c'est pas trop mal. On peut commencer à corriger ensemble. Donc toujours pareil, je laisse les QCM ouverts pour ceux qui veulent les faire. Vous pouvez les faire le temps que je commence la correction. Le fémur est l'os le plus long du corps humain. La réponse est vraie. Le fémur, c'est bien l'os le plus long du corps humain. C'est le plus grand os, le plus solide du corps humain. Le plus solide, je m'avance peut-être un peu. En tout cas, le plus long. Le fémur est présent dans le pied. Pas du tout, c'est au niveau de la cuisse. À une extrémité qui forme la rotule. Alors là, point un peu piège, c'est pas l'extrémité du fémur qui forme la rotule. La rotule est un os à part entière. La rotule est un os qu'on appelle os sésamoïde, c'est-à-dire que c'est un os qui est compris à l'intérieur d'un tendon. Et donc, c'est un os sésamoïde qui est par-dessus, mais ce n'est pas une partie du fémur. Il présente un col qui est fréquemment le site de fracture chez la personne âgée, c'est complètement vrai. Notamment, c'est majoritairement même si ça arrive aussi aux hommes, mais c'est majoritairement les femmes âgées qui sont atteintes d'ostéoporose et c'est un lieu de fracture qui est très fréquent. Et s'articule avec le bassin au niveau de l'articulation de la hanche, c'est complètement vrai, c'est bien une articulation qui s'articule avec le bassin au niveau de l'articulation de la hanche. Ensuite, donc les réponses vraies étaient A, D et E. En ce qui concerne l'articulation de la hanche, c'est une articulation synoviale. Effectivement, c'est bien une articulation synoviale, c'est une diarthrose, elle est très mobile. Permet les mouvements de 3 plans. Vous vous rappelez, l'articulation entre le fémur et la hanche, c'est une articulation qui est sphéroïde, donc qui permet des plans enfin des axes, enfin des mouvements dans les 3 plans de l'espace. Donc c'est bien une articulation qui permet des mouvements dans les 3 plans. C'est une articulation fibreuse? Non, on vient de dire que c'est une articulation synoviale. Elle est formée par l'acétabulum du pelvis et la tête du fémur, c'est vrai. Alors là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la zone qui récupère la tête fémorale au niveau des os iliaques s'appelle l'acétabulum, et c'est bien cet ensemble, cette articulation de la hanche qui est formée de l'acétabulum du pelvis et de la tête du fémur. Et elle n'autorise que les mouvements de flexion et d'extension, c'est donc faux. Elle permet aussi des mouvements d'adduction, d'abduction ou de rotation. C'est ce qui fait que vous pouvez bouger dans tous les sens, pas que deux mouvements. En ce qui concerne l'articulation de la hanche, donc les réponses vraies étaient A, B et D. Concernant les os du membre inférieur, la cuisse est composée d'un os long. C'est bien vrai, la cuisse est composée d'un os long. La cuisse, c'est la partie la plus proximale du membre inférieur. C'est un os long, c'est le fémur. La patella est un os sésamoïde, donc c'est vrai. Un os sésamoïde, c'est un petit os qui est inclus dans le tendon. La patella est donc bien un os sésamoïde. Le pied est composé de 27 os. Alors là, il y avait un petit piège, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 7 os au niveau du tarse, 5 os au niveau du métatarse, donc 5 os au niveau du métatarse, 5 os au niveau de les phalanges proximales, 5 os au niveau des phalanges intermédiaires et 4 au niveau des phalanges distales. Ça fait un ensemble de 26 os et pas 27. Le piège était là. Tous les os du pied sont des os courts, c'est faux. Vous allez avoir des os courts au niveau du tarse, mais vous allez avoir des os longs au niveau du métatarse et des phalanges. Et les autres réponses sont fausses et faux. Les réponses vraies étaient donc les réponses A et B. Nous rentrons dans la dernière partie de ce cours sur le système musculaire. Là, pour rentrer en cohérence avec tout ce qu'on vient de voir, on ne va pas particulièrement s'intéresser au système musculaire
lisse. Le système musculaire lisse, pour rappel, les muscles lisses, ce sont tous les os qui appartiennent à la vie végétative. À l'inverse, le muscle strié, ce sont tous les os qui appartiennent à la vie ce sont tous les muscles qui appartiennent à la vie des relations. Donc, c'est des muscles qui ont une innervation motrice et qui est contrôlable de manière volontaire, là où le muscle lisse n'est pas contrôlable de manière volontaire. On va séparer en deux parties le muscle simple, donc un corps charnu et deux tendons, et le muscle composé, qui peut être soit polygastrique, c'est-à-dire polygastrique, ça veut dire avec plusieurs ventres. Là où ici, sur un muscle simple, vous avez un seul ventre, tendon, tendon, un ventre. Ici, vous allez avoir un muscle composé, polygastrique, avec un ventre, un tendon, un ventre, un tendon, un ventre, un tendon. Polygastrique, ça veut dire ça, plusieurs ventres les uns après les autres. Et juxtaposé, ça veut dire plusieurs points de départ, un seul point d'arrivée. Vous avez de la même manière plusieurs ventres, mais ce coup-ci, ils ne sont pas les uns après les autres, ils sont les uns à côté des autres. Et ils ont un tendon en commun à l'arrivée. Donc, un exemple, donc, bon, pour le polygastrique, c'est assez évident, ce sont les abdominaux, c'est ce qui fait que les abdos ont cette forme-là. Ce sont des muscles polygastriques, c'est ce qui fait que vous avez des ventres musculaires, et entre chaque ventre musculaire, vous avez un petit bout de tendon qui fait que ça fait ces bosses au niveau de l'abdomen. Pour le tendon commun, c'est les muscles qu'on appelle, par exemple, vous connaissez bien le biceps brachial, ou le triceps, ou le quadriceps au niveau de la jambe. Ça veut dire quoi ces muscles, pardon? Ça veut dire que ce sont des muscles qui ont plusieurs points de départ et un seul point d'arrivée commun. On appelle ça biceps. Deux chefs, deux tendons, deux chefs musculaires. Quadriceps, on va avoir quatre chefs musculaires au niveau de la jambe qui vont venir s'associer ensemble au niveau de la rotule et ensuite s'insérer ensemble au niveau du tibia. Donc, quatre chefs musculaires. Ce sont bien des muscles composés, juxtaposés. C'est un seul muscle, c'est un ensemble de muscles. On parle du quadriceps fémoral, mais c'est bien cet ensemble de muscles, mais ils sont quatre chefs différents. Ensuite, on peut classer ces muscles de différentes manières. On va pouvoir les classer selon leur forme. On va avoir des muscles qui sont plutôt longs. Et ce sont généralement les muscles qui sont superficiels, ils sont fusiformes et ils sont plutôt pluriarticulaires. Ce sont des muscles qui permettent de faire de grands mouvements. Par exemple, le biceps, en fait, il est sur les deux articulations. Il est entre l'épaule et l'humérus et entre l'humérus et l'avant-bras. Et c'est ce qui permet de faire tous ces mouvements-là. Les muscles longs participent à plusieurs mouvements sur plusieurs articulations. À l'inverse, vous avez des muscles courts qui eux sont plutôt profonds, donc c'est ce que vous voyez encadré en vert ici. Ce sont des muscles qui sont plutôt profonds, qui sont plutôt proches des articulations et qui sont plutôt monoarticulaires. Et à la différence des muscles longs, les muscles longs servent plutôt à faire des mouvements de moins forte intensité. Les muscles courts, eux, sont plus profonds et permettent de faire des mouvements de plus forte intensité. Et après, vous allez avoir des muscles qui sont plutôt plats et larges, et là, ça va être tous les muscles des parois du tronc. Et donc, c'est plutôt des muscles rectangulaires ou alors des muscles qui sont à la racine des membres et qui sont de la même manière, qui permettent de faire des mouvements plutôt monoarticulaires. Après, les muscles peuvent avoir différentes situations. Donc, on a vu le muscle squelettique assez classique que vous voyez qui permettent de faire des mouvements au niveau des membres, par exemple. Mais on va aussi pouvoir parler des muscles annulaires, par exemple. Muscles annulaires, c'est quoi? C'est des muscles qui sont autour d'un orifice. Par exemple, la bouche. La bouche, c'est un muscle comme ça, autour de la bouche. C'est ce qu'on appelle un muscle annulaire. Au niveau des yeux, pareil. C'est ce qui fait que vous pouvez fermer les yeux très fort. C'est ce muscle-là. On va aussi avoir des muscles possiers. Donc, ce sont des muscles qui ont une extrémité qui s'accroche à un os et une autre extrémité qui vient s'accrocher à la peau. Et ce sont des muscles qui vont permettre de pouvoir tirer sur la peau. C'est ce qui permet de faire un peu ça. Là, c'est en fait c'est un muscle qui tire sur ma peau, qui est inséré à un os et qui vient tirer sur ma peau. Voilà. Là, on a balayé très rapidement le système musculaire et donc c'est l'occasion pour vous de faire la dernière série de QCM et après cela, on aura fini cette conférence sur le système musculo-squelettique et qui nous a permis de balayer quand même beaucoup de choses. Je regarde très rapidement vos notes tout à l'heure. Il y a de très très bons résultats. Bravo à vous, vous avez été très bons. Et donc là, tac, normalement, vous avez accès à la dernière série de QCM sur les muscles. Donc, toujours pareil, pour ceux qui sont sur TikTok et qui viennent de nous rejoindre, vous avez accès sur notre plateforme directement. Donc, je vous laisse faire ces QCM, je vous laisse 3-4 minutes et après on corrige ensemble. De la même manière, ces QCM sont plutôt difficiles, pas toujours évidents. Et je regarde maintenant si vous avez des questions.
OK, je regarde si vous avez commencé à répondre. Tac. Donc là, je vois toujours pas. Première réponse. OK, ça y est, ça commence. Ça commence, donc je commence à corriger pour laisser le temps au dernier et c'est parti, on reprend. Donc à propos des muscles, les muscles squelettiques sont attachés aux os par les tendons. C'est vrai. Les muscles lisses sont sous contrôle volontaire. C'est faux, c'est ce que je disais très rapidement tout à l'heure. Le muscle lisse, c'est pas sous contrôle volontaire, ça appartient à la vie végétative, c'est-à-dire que c'est la vie qu'on ne contrôle pas. Les muscles cardiaques sont striés volontaires. Le muscle cardiaque, c'est un muscle particulier. Alors, on ne l'a pas abordé ici. C'est un type de muscle particulier. On ne l'a pas abordé ici. Il est assez hybride entre le muscle lisse et le muscle strié. Le muscle cardiaque, donc, il est à mi-chemin entre les deux. Il est à la fois plutôt strié et en même temps, il n'est pas volontaire. C'est un muscle qui est autonome. Les muscles agonistes sont également appelés les muscles fléchisseurs. Pas du tout. Les muscles agonistes, ça veut dire que ce sont des muscles qui vont dans le même sens. À l'inverse, les muscles antagonistes travaillent en opposition. Exemple de muscles antagonistes, biceps, triceps. Ce sont deux muscles antagonistes. Si je contracte mon biceps et mon triceps en même temps, le bras ne bouge pas. Des muscles agonistes, à l'inverse, sont des muscles qui permettent de faire des mouvements dans le même sens. Donc les réponses vraies étaient les réponses A et E. Ensuite, pour les muscles, donc le muscle strié squelettique sont contrôlés volontairement, c'est vrai. Les muscles lisses sont présents dans les organes internes, c'est vrai aussi. Les muscles cardiaques sont sous contrôle volontaire, on vient de le dire, ce n'est pas le cas. Le muscle cardiaque peut paraître strié, mais il n'est pas sous contrôle volontaire. Les muscles agonistes travaillent ensemble pour produire des mouvements, c'est vrai. Ce sont donc les muscles qui travaillent ensemble. Et les muscles antagonistes travaillent en opposition, c'est vrai aussi. Cette question-là était assez similaire à la précédente et n'allait pas très très loin. Donc les réponses vraies étaient les réponses A, B, D et E. Ensuite, concernant les insertions osseuses, les muscles peuvent s'insérer sur un seul os. C'est vrai, vous pouvez avoir des muscles qui s'insèrent sur un seul os et qui peuvent, par exemple, après s'insérer au niveau de la peau, les muscles possiers, un os à la peau. Les muscles peuvent s'insérer sur plusieurs os, c'est vrai aussi. Un os qui est entre une articulation, par exemple un os entre un muscle pardon, entre ma clavicule et mon biceps est un os qui s'insère sur deux os. Les muscles peuvent s'insérer sur des tendons. Alors là, c'est un petit peu piégeux. Les muscles ne s'insèrent pas directement sur les tendons. Les muscles s'insèrent à l'os grâce au tendon, mais ils ne s'insèrent pas sur un tendon. Les muscles peuvent s'insérer de manière directe sur l'os, ça c'est vrai. Il peut arriver qu'un muscle s'insère directement sur l'os sans être attaché directement, enfin sans être attaché à un tendon. Et les muscles peuvent s'insérer uniquement sur des articulations. C'est faux. Les muscles ne s'insèrent pas directement sur l'articulation et ils ne s'insèrent pas que autour d'articulation. Donc les réponses vraies étaient les réponses A, B et D. Et voilà, nous avons fini pour cette conférence d'anatomie. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Et donc si vous voulez approfondir tout ce qu'on vient de voir là dans cette conférence d'anatomie qui a quand même duré une petite heure et demie, mais qui a quand même pris en surface tout, je vous ai remis des ressources donc là sur notre plateforme en ligne sur tout ce que vous pouvez voir. Donc on a lancé les parcours de révision sur notre plateforme qui vont vous permettre de réviser des matières dans un ordre dédié. Donc si vous êtes au lycée que vous voulez anticiper médecine, on a créé un grand parcours de révision qui suit. Après, si vous voulez réviser des choses de manière spécifique, vous avez des petits parcours par matière, on appelle ça des parcours, c'est des chapitres, c'est des suites de révision. Et là, pour aller plus loin sur ce qu'on vient de voir, vous avez les parcours d'anatomie, chapitres 2, 3, 4, 10 et 11. Et en fait, tout ce que je viens de voir là reprend et balaye les bases de ces 5 chapitres-là. De la même manière, dans les QCM, vous avez les entraînements d'anatomie, chapitres 2, 3, 4, 10 et 11, pour pouvoir refaire des QCM d'entraînement. Alors, ça va, ce sont des QCM qui peuvent aller quand même nettement plus loin que ce qu'on vient de voir ici, beaucoup plus dans le détail et qui sont parfois beaucoup plus compliqués, mais qui vous permettent néanmoins en fait, de vraiment rebalayer ces matières-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est les parcours de révision avec les vidéos, les QCM associés, pour pouvoir commencer à vraiment vous approprier ces matières-là et réviser ça. Et on a fait 3 défis qui sont des défis classants et que vous pouvez faire et qui sont accessibles gratuitement sur la plateforme. Vous avez les défis classants 3, 13 et 14, dont certaines questions ont été tirées pour faire cette conférence-là et qui vont permettre aussi d'aller un peu plus loin dans le détail des cours qu'on vient de voir là, sur l'ensemble du système musculo-squelettique. Donc voilà, je vous invite à aller faire ces différents parcours entraînement et défis, et puis du coup on se revoit
très rapidement. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur notre plateforme. N'hésitez pas à nous envoyer des messages s'il y a des choses spécifiques sur lesquelles vous voulez qu'on travaille. Et la prochaine conférence sera peut-être plutôt une conférence soit de biologie cellulaire, soit d'histologie, en fonction de ce qui vous plaît le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire. Et puis on se revoit d'ici 3 semaines pour la prochaine conférence. Et j'espère que ça vous a plu. À très vite et à bientôt.